Ok, il est 20h05, je propose qu'on se lance. Si Tristan, tu veux démarrer, voilà. Allez, Allons-y. j'attaque. Bonjour à toutes et bonsoir à tout le monde. Ça me fait pas plaisir qu'on se rejoigne sur ce webinaire suite à cette annonce qui malheureusement fait encore mal, va faire mal, peut faire mal du moins à notre filière. On a déjà subi plusieurs reprises. On va dire des propositions de lois diverses et variées qui mettent à mal notre future filière. On a vu par rapport à l'interdiction de la fleur il y a quelques années. Bon, on a toujours fait face à ces problèmes divers et variés. La FPC à l'heure actuelle est quand même une association avec pas mal d'agris. On est assez fort. On a la chance d'être accompagné d'un lobbyiste avec qui on travaille déjà, qui s'appelle Hugo, avec qui on travaille déjà depuis quelques années. On est une grande famille, on s'entend très bien et on est militants et on ne lâchera rien. Ce qui est en train de se passer, c'est que le projet de loi finance 2026 est enfin sorti. Alors nous, il faut savoir qu'on y travaille quand même en amont depuis un bon moment sur ce projet de loi finance, en essayant d'amener aux différents politiques et différentes institutions les problématiques de notre filière naissante et on se rend compte qu'à l'heure actuelle on n'est pas encore écouté. Alors tout ce petit micmac là de cette loi doit certainement se gratter au bout d'une table et sans prendre en considération en fait nous les agriculteurs, vous les vendeurs et en fait toute cette filière quand même qui représente un flux financier très intéressant parce qu'autrement on ne mettrait pas de projet de loi finance là-dessus. Donc on se rend compte que voilà ils nous proposent du moins ils veulent nous appliquer une taxation, une exclusion du circuit, puisque nous les producteurs à l'heure actuelle on a quand même notre petit circuit court, beaucoup d'agris ont des ventes directes, c'est des petites exploitations. Pour les plus grosses ils ont leur circuits autres qui sont les magasins et éventuellement des circuits buralistes, mais ça ne représente pas la totalité. En tout cas, on représente vraiment des chanvriers divers et variés, et il faut que ça. On peut pas se permettre à ce que ce produit soit soumis à des taxations aussi importantes et surtout qu'on nous catalogue sur un cheminement de produits à fumer comme ils sont en train de vouloir nous faire, nous catégoriser comme un tabac avec une carotte, quoi. Et c'est pas possible. Donc ce soir, Nico l'a très bien présenté, Hugo ici présent va vous dérouler un peu le cheminement dans lequel et l'axe sur lequel on va travailler. En tout cas, pour faire très simple, parce que je suis pas adepte des gros discours, j'essaie d'être précis. Je suis quelqu'un d'action depuis quand même quelques années, puisque c'est mon deuxième mandat. Et avant ça, j'étais vice-président. Nous sommes tous mobilisés pour que ça ne voit pas le jour et que on va défendre notre filière, tout simplement. C'est clair, on ne sert ça à pas faire. Donc voilà, je laisse Hugo le relais avec l'explication de tous ces textes, de tout cet article 23 qui va nous tomber dessus, qui peut nous tomber dessus, et comment on va le contourner, comment on va du moins essayer de se défendre là-dessus, et les futurs axes de défense pour demain. Voilà. Merci à tous en tout cas d'être présents parce que c'est une mobilisation importante. Hugo, je pense que tu peux reprendre. Tristan, comme d'hab, connexion catastrophique. Attends, pardon, je vous interromps 2 secondes. Alors, on a un petit souci, c'est qu'en fait, la visio, même avec le compte pro, est limitée à 100 personnes. Donc là, il y a beaucoup de gens qui essayent de rentrer, mais qui ne peuvent pas rentrer. Est-ce que la personne, Max, qui fait le live TikTok, là, peut me poster le lien dans le chat de manière à ce que je le fasse tourner pour que des gens puissent suivre quand même, en fait, d'une manière détournée?
Parce Ça que marche, je te fais ça. Hop, tac, regarde, tac, il est là le lien. merci beaucoup, beaucoup. Vas-y, Hugo, hein, pardon. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Donc, je me présente très brièvement pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, Hugo Besné-Prolonge, responsable des affaires publiques pour l'AFPC. Tout le monde m'entend bien? Ouais, on t'entend nickel. Ouais. Ok, super. Donc, responsable des affaires publiques pour l'AFPC depuis maintenant plus de 3 ans. Comme l'a décrit brièvement notre président, mon rôle est de défendre les intérêts de la filière du CBD, du chanvre actif et des agriculteurs de la FPC en particulier au sein des institutions publiques. Comme Tristan, je vous avoue que j'aurais aimé pouvoir vous parler à tous et à toutes dans d'autres circonstances. Donc, ce que je vais faire ce soir, ça va être de vous expliquer un peu comment on en est arrivé là, quel a été l'amont de la publication de ce PLF, parce que cette histoire de la fiscalisation et de la commercialisation de la fleur à fumer, c'est une affaire qui remonte à longtemps. Bon, là, on arrive à un point critique, mais c'est pas une question qu'on a découvert mardi dernier, pour vous donner une idée. Et ensuite, quel serait, ce qu'on a pu mettre en place dans les délais impartis, qui sont extrêmement courts cette année, pour répondre à cela et éviter que au 31 décembre, enfin plutôt au 1er janvier 2026, notre filière se casse la figure. Donc déjà, un petit retour en arrière. Il faut savoir que cette histoire remonte à près de 2 ans et demi. Il y a 2 ans et demi, on avait été averti qu'il y avait effectivement certaines parties du gouvernement qui voulaient mettre en place un monopole de la distribution de la fleur à fumer pour les buralistes, ce qui appliquerait également un droit d'accise. Donc, bien évidemment, l'AFPC, mais aussi les autres syndicats du secteur s'étaient saisis de la question. Et il se trouve que depuis 2 ans et demi, on arrivait à bloquer ce projet au sein du gouvernement. Puis, il se trouve que cette année, ça s'est accéléré. Alors, pour diverses raisons, parfois une mauvaise pub sur des produits CBD, d'autres sur le fait que il y a des petits problèmes de trésorerie, je ne sais pas si vous le savez, au niveau du gouvernement actuellement, et qu'ils sont en recherche de nouveaux moyens de financement. Donc, mais jusqu'alors et jusqu'à cet été, puisque nous étions toujours sur cette discussion avec le gouvernement pour, à défaut d'avoir ce projet de monopole et de droit d'accise que personne ne veut ici, nous leur proposions d'autres modèles d'encadrement de la distribution pour améliorer la traçabilité, pour se baser sur des modèles type CERFA, de déclaratif, pour qu'il y ait quand même une certaine forme d'encadrement, mais un encadrement qui n'exclut pas certains distributeurs, que vous soyez commerce spécialisé ou agriculteurs pratiquant la vente directe sur vos produits. C'était ça notre objectif. Et en juillet dernier, nous avions eu d'ailleurs un grand rendez-vous au ministère des Comptes publics. Donc, c'est le ministère qui est en charge de la création du budget au sein de Bercy, pour vous donner une idée. Donc, nous avions rendez-vous avec le cabinet de la ministre, où il nous avait été assuré qu'un modèle de monopole type buraliste n'était pas à l'ordre du jour. Bon, on voit le résultat aujourd'hui. Donc, il est vrai que ça nous arrive un peu comme un coup de maillet sur l'arrière de la nuque, qui plus est, sachant que nous étions en train de ce fait de travailler sur ces modèles d'encadrement, alors selon différentes modalités en fonction du type d'acteur. Bon, ça, c'était plus vraiment de sujet à l'heure actuelle. Donc, voilà où nous en sommes. Pour vous donner une idée, c'est un sujet qui nous occupait depuis des années. Et là, on arrive au moment critique de la bataille pour contrer ce projet. Donc ensuite, quel est le cœur du problème des dispositions de cet article 23 du PLF qui entend mettre en place un droit d'accise et un monopole? Alors, je ne vais pas rentrer non plus trop dans du détail technique, puisque bon, ça va gonfler tout le monde. Et je vais essayer de
vulgariser au maximum, mais n'hésitez pas à poser des questions si des éléments ne sont pas clairs pour vous. Donc concrètement, cet article 23 entend mettre dans le même sac fiscal et commercial les produits du tabac, les produits du vapotage et la fleur à fumer CBD. C'est-à-dire qu'il considère que globalement c'est la même chose, à savoir, nous par exemple, la fleur est assimilée à des produits du tabac manufacturé, et que de ce fait, de par cette catégorisation du produit, on est astreint, soumis à un modèle de fiscalisation et de commercialisation quasiment similaire, il y a quelques détails différents, mais quasiment similaire à celui des produits du tabac, à savoir droit d'accise, donc entrepôts fiscaux, conséquence logique, et limitation de la distribution à, je cite, les débitants de tabac et des établissements agréés, sans qu'on sache vraiment ce que c'est, puisque on va dire que les caractéristiques de ces établissements, enfin ce que les établissements doivent remplir comme cahier des charges pour distribuer ce genre de produits seront fixés par décret. Alors quand? On ne sait pas. Visiblement, ce serait au premier semestre 2026, sans plus de précision à ce niveau-là. Mais le cœur du problème, tout cela découle, il faut bien le comprendre, du fait qu'ils veulent dire que la fleur à fumer CBD, c'est la même chose qu'une clope. Je synthétise, mais c'est l'idée. Or, on sait très bien que, en termes de dangerosité pour la santé publique, fumer une fleur de chanvre et fumer une cigarette, pas vraiment sur la même chose. La cigarette, quoi qu'on en dise, je ne fais pas le procès du tabac. C'est pas le propos ici. C'est pour vous donner des éléments. Le tabac est responsable de 75 000 morts en France par an. Responsable de 8 cancers du poumon sur 10. 50% des cancers de la vessie. Et en plus, est un produit, de par notamment la présence de nicotine, hautement addictif. On parle de 32% des consommateurs qui ont une addiction de ce type. À côté de ça, la fleur de chanvre à fumer n'est responsable aujourd'hui d'aucun mort et est utilisée, comme vous le savez, par de nombreuses personnes pour tout simplement pour réduire ou arrêter leur consommation de THC. Or, dans la logique de santé publique et de réduction des risques par rapport à ces types de produits, la logique en France va dire que le modèle de fiscalité et de commercialisation, l'encadrement autour de ces produits-là et de leur diffusion doivent être proportionnels aux risques qu'ils représentent pour la santé publique. Or là, comme je vous l'ai dit, on est mis au même niveau que la cigarette, ce qui est complètement incohérent. Et donc, ce qui va amener par, comme je vous l'ai dit, la conséquence de cette mise en place de droits d'accise et de monopole aux débitants et à des établissements agréés, on ne sait pas trop ce que c'est, bah ça va signer effectivement la disparition de la filière, alors que ce soit les magasins spécialisés, en grand nombre, ou les agriculteurs qui pratiquent la vente directe, et qui n'ont d'ailleurs guère d'autre choix pour beaucoup que de pratiquer la vente directe. Et donc ça va véritablement signer une disparition de filière, qu'elle soit agricole. Alors nous on est la FPC, donc on s'intéresse avant tout à la filière agricole, mais ça va impacter de la même façon la filière des distributeurs. Donc maintenant, nous, qu'est-ce qu'on va faire contre ça? Alors il faut savoir qu'on est dans des délais extrêmement courts. Pour vous donner une idée, le PLF a été publié mardi dernier en fin de matinée. Et encore pas la première partie, mais bon, globalement, on est dans ces eaux-là. La limite pour déposer des amendements, c'est-à-dire les amendements, c'est les propositions pour modifier le texte initial. Ça, c'est déposé par les parlementaires, notamment, députés et sénateurs. La limite pour déposer des amendements en commission des finances, c'est-à-dire la commission spécialisée au sein de l'Assemblée nationale qui va faire la première lecture du texte, était vendredi 17h. Donc je vous laisse imaginer les délais qu'on avait pour
analysez le texte, parce que je vous invite à aller voir l'article 23, même en étant un professionnel du secteur et ayant 2 ou 3 confrères à côté de moi pour lire la chose, on a froncé très fort les sourcils. Tellement c'est écrit de façon illisible. Bref. Et ensuite, pour pouvoir déposer des amendements qui soient pertinents, qui soient recevables, parce qu'il y a des règles à respecter, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, encore une fois, mais on va dire qu'il y a quand même pas mal d'obligations légales pour faire passer un amendement, convaincre des députés de saisir des dits amendements, etc., etc. Donc, pour ce qui est de nos plans d'action, on a très peu de temps. Il faut savoir que vous allez d'abord avoir une lecture en commission, ensuite une lecture en séance publique, donc dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, là qu'on voit souvent aux infos. Une fois que la position de l'Assemblée sera arrêtée, la première lecture, ce sera transmis au Sénat, où il y aura la même logique, d'abord commission et ensuite séance publique. Puis les 2 assemblées vont tenter de se mettre d'accord au sein d'une commission mixte paritaire. Alors c'est un système où il y a des représentants des 2 assemblées qui vont se rejoindre et essayer d'arriver à une position commune sur le texte. Encore une fois, je synthétise, mais c'est l'idée globale. Donc là, nous pouvons encore mettre des amendements sur la séance publique de l'Assemblée nationale, ainsi que sur tout l'examen en commission et l'examen en séance publique au Sénat. Il y aura potentiellement une deuxième lecture qui reviendra à l'Assemblée, puis à nouveau au Sénat. On refait un tour de table pour résumer, mais c'est des possibilités d'amendement qui sont plus réduites. Donc je vous passe les détails techniques, mais c'est plus réduit. Donc nous maintenant, quelle est notre logique d'action? Eh bien, c'est d'empêcher, bien évidemment, tout ce micmac. On va faire en sorte, déjà, le cœur du problème, comme je vous l'ai dit, de le faire sauter, c'est-à-dire de faire en sorte de nous différencier des produits du tabac. Donc de faire sauter les dispositions de l'article 23 qui nous amalgament aux produits du tabac et donc qui nous donne ses droits d'assises et ses monopoles. Donc pour cela, on s'est rendu compte là après 5 jours plus le week-end à avoir charbonné comme des malades là-dessus, qu'on a besoin de renforts à tous les niveaux. Donc que ce soit en termes de mobilisation des professionnels du secteur, ce qu'on a déjà fait nous au niveau de la FPC. Les adhérents de la FPC ont été invités à aller interpeller leurs députés et sénateurs sur ces questions-là, avec des modèles qu'on leur a donnés. Mais donc ça va demander une mobilisation des professionnels du secteur et ça va demander une action d'affaires publiques commune. C'est-à-dire où très concrètement, on a besoin de renforts, on a besoin de mains en plus, que ce soit pour les amendements, que ce soit pour contacter les députés, parce que vous avez contacté 150 députés pour essayer de faire passer un amendement. Après, vous devez tous les rappeler pour leur dire « Oui, vous avez bien reçu notre amendement et qu'est-ce que vous en pensez en fait ?» Vous voyez? Je vous laisse imaginer le temps que ça peut prendre. Dans un contexte où la limite pour déposer les amendements en séance publique à l'Assemblée nationale, c'est mardi. Donc de ce fait, on a vu, alors la FPC ainsi que d'autres syndicats, s'il y avait possibilité de mettre en place une action commune, c'est-à-dire en ayant recours à d'autres gens comme moi, tout simplement, hein, une agence d'affaires publiques, c'est-à-dire au lieu d'avoir un lobby sur la question, d'en avoir 10. Et pour cela, donc on a contacté une agence de notre connaissance avec qui on a établi un plan stratégique pour travailler, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat, pour en fait nous donner du temps. Parce que c'est ce qui nous manque avant tout aujourd'hui, c'est du temps. Pour pouvoir faire en sorte que au 1er janvier 2026, on n'ait pas une mesure qui flingue nos professionnels. Et pour faire en sorte de pouvoir travailler à une méthode d'encadrement et de fiscalisation
Parce qu'encore une fois, il en faut une. Mais une méthode d'encadrement et de fiscalisation qui permette à tout le monde de vivre de son activité. Et pour ça, il nous faut du temps en 2026 avec le gouvernement pour pouvoir réfléchir à tête reposée, si je puis dire, puisque vous imaginez bien que le gouvernement, là, déjà, ils ont écrit ça en urgence sur un coin de table, ils sont en plein PLF, ils ont une pression de malade, je les défends pas, hein, attention, on n'est pas là-dedans, mais je peux vous assurer que le téléphone de la ministre des Comptes publics, il n'arrête pas de sonner, hein, de 8h à 20h. Donc nous, on doit aussi pouvoir se caler ça dans nos agendas. Donc c'est pour ça qu'on a voulu mettre en place une action commune. Et on va être très honnête, ça demande des fonds. À l'instar d'une action de justice, comme ce qu'on avait pu mettre en place, les plus anciens s'en rappelleront peut-être en 2021, enfin 2021-2022. Pour cette fois, c'était au Conseil d'État, c'était une action juridique, c'est encore un peu différent. Parce qu'on ne peut pas attaquer de façon très 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 limitée une disposition législative devant une cour de justice. Ce qu'on a actuellement, hein, c'est une disposition législative, pas réglementaire. Donc, cela représente un coût, on ne va pas se mentir. Hein, pour cela, on a besoin également de tout le monde, que ce soit les syndicats ou les simples particuliers, voire même les usagers, comme je vois certains comme certains dans le chat le font remarquer. Oui, effectivement. C'est pour ça que notamment la FPC va lancer une cagnotte sur le sujet pour que chacun puisse, à la mesure de ses moyens, participer à cela. Bien sûr, la FPC participe elle-même, hein, d'autres syndicats le font également, mais c'est vraiment quelque chose qui tourne pour que nous puissions avoir une force de frappe suffisante dans un délai aussi court pour pouvoir faire en sorte que au 1er janvier 2026, eh bien, la filière du chanvre actif, que ce soit les distributeurs, les agriculteurs, existe encore. Alors oui, on a pu avoir dans le passé, et on a toujours d'ailleurs, hein, des divisions entre syndicats sur des approches, sur des visions de la filière, sur certaines choses en fait, sur qu'est-ce que doit être la filière et comment on doit s'organiser. Mais là, on est sur une problématique qui touche tout le monde. Qu'on soit agriculteur en bio, qu'on soit distributeur, qu'on soit grossiste, ça touche tout le monde. Et donc de ce fait, là, ça fait cliché ce que je vais vous le dire, j'en ai bien conscience, mais c'est vraiment un appel à l'unité, à une alliance qui, alors certes, pour certaines personnes, va être une alliance de circonstances, oui, possible, mais à la fin, c'est le résultat qui compte. On n'est pas obligé de tous s'apprécier dans la filière, on n'est pas obligé d'être tous parfaitement d'accord sur 100%. C'est très rare d'ailleurs d'être tous d'accord à 100% sur tout. Mais on peut être tous d'accord pour dire, et c'est la position de la FPC en tout cas, que cette mesure de l'article 23, ce projet du PLF 2026, on est tous contre. Et donc c'est pour ça qu'on veut mettre ça en place. C'est quelque chose que la FPC a déjà formalisé en termes d'organisation pour une cagnotte. Voilà pour ce qui est du projet qu'on a. Alors, bien entendu, on continuera à tenir les gens au courant, à vous faire part des avancées, à vous demander aussi parfois d'aller voir vos députés, d'aller voir vos sénateurs, de vraiment aller leur dire, mais vous vous rendez compte que ce système-là, en nous amalgamant à du tabac, ça va nous tuer. Les termes peuvent sembler un peu forts, j'en ai conscience, mais c'est ce qu'on a actuellement en face de nous. Personnellement, je ne suis pas distributeur, je ne suis pas producteur, je ne suis pas un professionnel de votre secteur. Mais c'est aussi un peu ma filière, après tout le temps que j'ai pu bosser avec vous sur ces dossiers-là, à essayer de parer les coups qui nous arrivaient régulièrement dans la figure, de différentes façons d'ailleurs, et même pas qu'au niveau national, hein, au niveau européen, on se bat aussi, je peux vous l'assurer. Voilà pour ce que j'avais à vous dire, il faut vraiment que tout le monde
s'unissent. Là, c'est un peu l'union sacrée, comme disait Poincaré. Donc maintenant, c'est est-ce qu'on répond tous à cet appel d'union? Alors, bien sûr, vous avez des questions, j'imagine, vous avez des demandes de précision. Donc écrivez-les. Je vais demander à Nico de les lire. Comme ça, je m'efforcerai d'y répondre dans les meilleures conditions possibles. Ouais. Alors, du coup, là, je vous invite à utiliser le chat un petit peu uniquement pour poser des questions, que ce soit possible de s'y retrouver. Je vais partir de un peu plus haut. J'avais vu une question sur un amendement. Oui. Il y a le lien, Hugo, si tu peux cliquer dessus. Je voulais y répondre. Bonjour à tous. Que pensez-vous de l'amendement numéro 1 CF 478? Tout à fait. Alors, bon, c'est cerise sur le gâteau, si je puis dire. C'est un amendement qui a été déposé par le RN. Je vais synthétiser l'objet. Il propose tout simplement de nous imposer une taxe de 10%, excusez-moi, du prix de vente hors taxe sur tout produit CBD. Donc ça, là, c'est même pas uniquement sur la fleur à fumer. C'est sur vos huiles, sur des dispositifs médicaux, voilà. Alors ça, je peux vous en parler très précisément. C'est un ressaucé d'une tentative d'amendement qu'ils avaient fait l'année dernière au PLF 2025. Donc, comprenez, alors, juste une petite précision. Là, nous sommes dans le projet de loi de finances 2026. Pourquoi on dit 2026 alors qu'on l'examine en 2025? Tout simplement parce que c'est la loi qui prévoit le budget de l'année 2026. Donc, quand je parle du PLF 2024 ou 2025, comprenez qu'il y a une année de décalage. Donc, pour reprendre, dans cet amendement qui avait été proposé au PLF 2025, donc ça avait été proposé en octobre 2024, dans les faits, ils avaient proposé la même chose, en disant, excusez-moi l'expression, le CBD, c'est pas bon, c'est pourri, donc il faut une taxe sectorielle sur ce produit-là, quel que soit, sur tous les produits contenant cette molécule. Il faut savoir que cet amendement avait été jugé irrecevable, là, donc lors du précédent PLF. Pour vous donner une idée, ils avaient proposé à l'époque une taxe sectorielle à 5,5%. Là, c'est 10. Bon, ils veulent tenter d'être plus ambitieux, ça les regarde. Mais ça avait été jugé irrecevable, entre autres parce que, pour des raisons d'ordre technique sur lesquelles je ne vais pas m'étendre ici, nous on avait alerté de toute façon d'autres parlementaires en disant attention, là ça c'est quelque chose d'extrêmement mauvais pour nous. Donc on est également dessus et on va faire en sorte que ça ne passe pas. On va tout faire pour que ça ne passe pas également, comme on l'avait fait l'année dernière, avec succès. Très bien. J'avais une question qui était est-il envisagé un rapprochement avec la FIVAP? Alors oui, c'est quelque chose qui a été envisagé. Le président de la FIVAP, Jean Moiroux, on le connaît bien. Mais pour des raisons en fait d'amalgame également, faut savoir que le vapotage est mis dans le même sac que nous, bon, avec des différences en termes de fiscalité, mais que le principe pour eux le même, c'est-à-dire interdiction de la vente en ligne, droit d'accise, pour résumer, et monopole de la distribution à des débitants de tabac et des établissements agréés. On est logé à la même enseigne à ce niveau-là. Pour autant, alors ils sont prêts à se coordonner avec nous, effectivement, pour pas se marcher sur les pieds, etc. Pour autant, ils ne souhaitent pas rejoindre l'action commune avec une agence de lobbying, d'affaires publiques, excusez-moi, commune, pour des raisons d'amalgame et de discussion en interne au sein des priorités qu'ils devraient défendre. Voilà pour ce que je vais dire là-dessus. Pardon, hein, ça prend un peu de temps parce qu'il y a beaucoup de choses, donc j'essaye de trier un peu dans les questions qui seraient les plus précises et qui concernent directement ce dont on parle. Comment contrer l'amalgame avec le tabac en sachant que la majorité des gens consomment la fleur et la résine par combustion Excuse-moi, est-ce que tu peux répéter, Nico, ça a coupé? Comment contrer l'amalgame avec le tabac, sachant que la majorité des gens consomment la fleur
ou la résine par combustion? Alors, tout simplement parce que là où on va se différencier, oui, on utilise ça par combustion. Par contre, comme je l'ai expliqué précédemment, on n'est pas un produit qui tue 75 000 personnes par an en France. Et on ne crée pas de dépendance. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est l'OMS, dans son rapport de 2017. Aucun danger pour la santé, et pas de risque, et aucun risque d'addiction. Donc de ce fait, on ne peut pas être mis, même si effectivement c'est de la combustion, et que donc la combustion crée toujours que vous consommiez de la cigare, enfin du tabac, de la fleur de chanvre ou de la feuille de framboisier, c'est de la combustion, donc bon, c'est pas forcément la meilleure façon de le consommer, c'est un fait. Mais en tout cas, nous, on ne tue personne. On ne crée pas des cancers par milliers. Et on ne crée pas des gens addicts. Au contraire, on sort les gens, on aide à sortir les gens de l'addiction. Donc c'est en incohérence totale avec la politique de réduction des risques prônée par le gouvernement dans ses politiques de santé publique. Ce qui fait que, comme on est un produit plus vertueux, c'est exactement, si vous regardez les amendements qui ont été déposés pour la vape, c'est exactement le même discours que de la vape. La vape, on ne peut pas dire que ce soit aussi dangereux que de la cigarette. Donc de ce fait, on n'a pas à être, comme on n'a pas à être amalgamé à ce type de produit, parce qu'on n'est pas moins dangereux pas dangereux, on n'a pas à subir la même fiscalité, le même encadrement aussi strict qui a été décidé du fait de la dangerosité du produit du tabac. Ok. Je suis Simon, président de Monito Distribution. Nous, les grossistes du secteur, pouvons également nous mobiliser. Serait-il possible d'envisager une réunion avec tous les gros acteurs du secteur? Quel montant vous faut-il pour mener cette action? Nous, alors, au niveau de la cagnotte, on va tabler sur 30 000. On en a pour 2 mois et demi de boulot. Sur le PLF. Pour éviter ça. Nous, on a tablé sur 30 000. Après, toutes les contributions sont bonnes à prendre. Ça m'embête un peu de parler argent comme cela. Voilà sur le chiffre sur lequel on a tablé. Et faire une réunion avec tous les gros acteurs, oui, bien sûr. C'est important aussi de vous tenir au courant. Enfin, que vous soyez gros acteur ou pas, hein, que vous soyez un petit commerçant, un petit chanvrier ou un grossiste, vous êtes en droit d'être tenu au courant de la même façon, hein, pour nous. Enfin, quand je dis nous, c'est comprenez la FPC et les syndicats. Donc oui, bien sûr. Et on sera ravis d'avoir, encore une fois, toute l'aide que les gens peuvent apporter, toute la bonne volonté que les gens peuvent apporter, et toutes les contributions financières, il faut dire ce qui est, que les gens seront en mesure, au vu de leurs moyens, d'apporter. Pour aller un peu plus loin, peut-être si vous voulez rentrer en contact avec Hugo, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur nos réseaux sociaux, sur Facebook ou LinkedIn ou Instagram, voilà, et on sera à même d'en discuter plus longuement. Comment synchroniser avec tous les syndicats et mettre en place une cagnotte commune ainsi qu'une pétition commune que nous pourrions diffuser sur nos canaux web et de distribution. Il ne faut pas sous-estimer l'impact que peuvent avoir nos clients particuliers si nous avons une seule pétition et une seule cagnotte diffusée partout. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est quelque chose qu'on est en train de voir avec les autres syndicats du secteur. Mais oui, ça ne sert à rien de faire 300 000 cagnottes et 300 000 pétitions. On a vu, je vais encore prendre l'exemple de la vape, excusez-moi, mais là, la vape, il y a une pétition qui circule, qui a dépassé la barre des 100 000, si je ne dis pas de bêtises. Je ne l'ai pas regardé ces dernières heures, mais vu comment ça se passait, ce serait logique. Oui, il faut les usagers. Si on a aussi une mobilisation des usagers, ça ne peut être que mieux. Parce qu'encore une fois, rappelez-vous une chose essentielle. Le gouvernement et les politiques d'une façon plus générale, mais particulièrement les gens qui sont élus, les sénateurs, les députés. Quand vous allez leur parler, ce qui est important pour eux, c'est qu'ils se disent « Ok, vous avez telle ou telle revendication, tel ou tel projet, très bien. Vous représentez qui? Vous représentez combien de personnes? Vous représentez quoi comme marché? Et plus vous êtes nombreux, plus vous pouvez montrer, regardez, nous on a de 4 000, 5 000 professionnels derrière,
On a des milliers et des milliers de consommateurs qui sont derrière nous et qui partagent nos revendications. Ça veut dire aussi que c'est des élus de la nation, donc plus vous montrez que vous êtes représentatif d'une part importante de la population, plus vous serez écouté. La représentativité dans mon secteur, c'est le nerf de la guerre. Vous pouvez avoir les meilleurs arguments du monde, les plus carrés au niveau juridique, politique, tout ce que vous voulez. Si vous représentez 50 Pékins dans un coin, excusez-moi, 50 personnes comme ça, vous ne serez pas écouté. Parce qu'en face, ils vont vous dire, oui, mais votre sujet, ça ne concerne personne. Nous, on doit faire des lois pour l'ensemble de la population française. Ok. Une pétition sérieuse sur le site de l'Assemblée est-elle envisagée? Ça peut être une option, oui. Après, dans les canaux de pétition, ça a l'avantage de donner une visibilité plus importante. Nous sommes petits producteurs et la majorité de nos ventes est faite sous forme d'infusion. Est-ce le même problème? Alors, l'infusion, c'est un grand débat puisque techniquement, c'est de l'alimentaire. Je rappelle que, à part pour les feuilles en solution aqueuse, donc on prenait les fleurs en infusion, ça c'est quelque chose qu'avait obtenu notamment l'AFPC et le IHA à l'été 2023 au niveau européen. Le reste des produits qui contiennent du chanvre actif sont considérés comme novel food. Et donc, techniquement, si vous n'avez pas un dossier novel food qui a été déposé à une agence européenne de sécurité alimentaire qui s'appelle l'EFSA et qui a validé le fait que votre produit ne représente aucun danger pour l'alimentation humaine, techniquement, vous n'avez pas le droit de le commercialiser. Il y a une forme de tolérance, appelons ça comme ça en France, mais faire passer de la fleur brute en alimentaire, c'est quelque chose qui n'est pas une option viable. Mais vos feuilles en solution aqueuse, donc vos infusions de feuilles de chanvre, techniquement ne sont pas novel food et ne sont pas considérées comme un produit à fumer. Ne serait-il pas judicieux de ce qui nous intéresse aujourd'hui? Ne serait-il pas judicieux de prendre des dispositions sur la TVA des produits à l'unisson de nous-mêmes, entre les producteurs, revendeurs, etc. C'est quelque chose sur lequel on a travaillé depuis très longtemps. Et alors, il y a une disposition au tout début de l'article 23 qui met en place une TVA à 20 pour les fleurs à fumer. Bon, ça, c'est quelque chose que la FPC a toujours défendu. Voilà, c'est un produit à fumer, donc c'est TVA à 20. Voilà. Après, parce que nous, on est aussi en train de travailler pour que le novel food ne soit plus appliqué, du moins dans sa forme actuelle, c'est-à-dire d'être obligé de passer par un dossier novel food à chaque fois à l'Union européenne, ce qui prend 2 ans de traitement minimum et 100 000 € par dossier, ce qui n'est pas génial, hein, notamment pour les paysans. On est en train de travailler là-dessus. Enfin, on travaillait là-dessus. Là, je vous avoue que la question du PLF maintenant prend tout notre agenda. Mais on est en train de travailler sur l'aspect alimentaire pour que le marché soit plus ouvert et qu'il y ait un cadre légal pour cela. Mais bon, on est là très concrètement sur les 2 mois, 2 mois et demi qui restent sur notre année 2025. On va travailler sur le PLF. On n'a pas le choix. L'amendement proposé ou les amendements sera ou seront-ils donnés aux acteurs des réseaux sociaux afin que les consommateurs puissent l'envoyer en masse aux députés de leur région, de leur département en l'occurrence? C'est assez compliqué. C'est-à-dire que pour ceux on peut en fait surtout lorsqu'un amendement est déposé, c'est-à-dire des députés décident de rédiger l'amendement, c'est dans le dossier législatif. Là, effectivement, ce sera très intéressant d'avoir énormément de gens qui appelleront leurs députés en séance publique ou en commission, qu'importe le niveau, on va dire, le round d'examen, si vous me permettez, du texte. Là, effectivement, ce sera extrêmement important. Diffuser un amendement de façon aussi large, c'est plus compliqué.
C'est pour des raisons de confidentialité, de faire en sorte que ça ne tombe pas entre des mauvaises mains. Parce que, on va pas se mentir, hein, il y a certaines personnes que le modèle actuel de l'article 23 arrange tout à fait. Donc l'objectif n'est pas non plus de dévoiler nos cartes à nos ennemis. En tout cas, nos opposants. Mais effectivement, quand des amendements seront déposés par des parlementaires, quels qu'ils soient, députés ou sénateurs, là, effectivement, ce sera le moment pour tout le monde d'aller toquer à la porte de ces parlementaires et dire s'il vous plaît, votez cet amendement-là. Ou en tout cas, ne votez pas contre. Ce que le gouvernement veut faire est-il en phase avec les lois européennes? Techniquement, oui, puisque on n'est pas sur une interdiction. Le modèle italien, par exemple, qui interdit, qui dans les faits interdit la fleur et énormément de choses, lui peut être contesté au niveau européen, effectivement, selon les dispositions européennes. Les Italiens le font d'ailleurs devant les juges italiens. Pour ce qui est de notre côté, il n'y a pas de comment dire, de restrictions quant à la possibilité de mettre en place des droits d'accise et des réglementations quant à la commercialisation. On pourrait éventuellement arguer certaines dispositions relatives à la directive tabac 2014 sur la conditionnalité à remplir pour les produits pour être soumis à un droit d'accise, mais c'est un élément extrêmement technique. Et encore une fois, on est sur une loi, donc c'est beaucoup plus difficile à attaquer. A-t-on des députés OK pour déposer un amendement? Oui, on a également des sénateurs. Pour ce qui est de la commission finance, on a été pris par le temps. On va être parfaitement honnête. La question d'en dessous, je vous invite à contacter la FPC directement via nos réseaux. Parce que, on ne peut pas débattre de tous les comment et de comment on s'organise tout de suite, sinon on ne va jamais s'en sortir. Ils veulent fermer les sites web. Que faire? Techniquement, en raison des règles liées à l'espace Schengen, nous risquons d'être inondés de produits envoyés par la poste, de produits voisins. Alors, oui, là-dessus. D'ailleurs, ils veulent aussi interdire la vente en ligne pour la vape, soit dit en passant. Comme je vous l'ai dit, on est la même enseigne. Ils ont prévu dans l'article 23 des dispositions en disant si vous faites livrer via colis postaux après avoir acheté en ligne, on vous tapera sur les doigts, juridiquement. Après, il y a le fait de mettre en place une interdiction, le fait de mettre en place des sanctions et le fait de pouvoir les appliquer. C'est pas pour critiquer les services des douanes ou autres, attention, ils font leur travail, ce sont des exécutants, mais ça va être très compliqué, de facto, de contrôler ce qui nous arrive de l'étranger via colis postaux ou autre, ce genre de choses. Donc oui, effectivement, dans les faits, ça va faire la part belle aux importations étrangères, au marché noir, puisque un droit d'accise veut dire que la fleur légale, si je puis dire, vendue par des canaux légaux, va perdre de son attractivité par rapport au marché noir. Les produits du tabac avec les cigarettes ont exactement le même problème. Donc, oui, ça va. C'est aussi un argument qu'on a. C'est en faisant ça, non seulement vous tuez notre filière au national, mais en plus vous donnez la main aux filières étrangères que de toute façon, vous n'allez pas donner de moyens supplémentaires aux douanes qui font tout ce qu'elles peuvent, mais qui sont déjà débordées, pour les faire respecter. Qui sont les opposants? Qui ce projet de loi arrange-t-il? Actuellement, dans la configuration de l'article 23, les industriels du milieu du tabac. Je parle bien des industriels. Actuellement, oui, eux peuvent voir un intérêt.
effectivement. Dans la configuration actuelle de l'Assemblée, le PLFSS risque de ne pas passer. Qu'est-il prévu s'il est passé par ordonnance ou 49.3 ? Alors, attention, on parle du PLF, projet de loi de finances, et non pas du PLFSS, projet de loi de finances de la sécurité sociale, qui sont examinés à peu près en même temps, en tout cas dans la même séquence parlementaire. S'il ne passe pas, alors s'il passe par 49.3 et qu'il est refusé, eh bien là, le texte tombe. Mais, alors là, on est sur de la politique fiction. Hein. Pour le moment, ça risque, oui, c'est un risque, potentiellement. Monsieur Lecornu, Premier ministre, avait dit qu'il n'allait pas recourir au 49.3. On verra bien pour la suite. Mais si, effectivement, comme l'année dernière, le texte est censuré suite à un 49.3, eh bien, on doit remettre le gouvernement doit présenter un nouveau texte. Comme il l'avait fait, qui était une mini-loi de finances, si vous me permettez l'expression. Ils avaient fait ça, c'était en janvier-février 2025, tout début de l'année. Ça avait couru jusqu'en mars, je crois. Les lobbies des tabacs ont dû intervenir pour écrire certaines parties de ce projet. N'est-il pas possible d'intervenir directement de la même manière ? C'est ce qu'on fait également. On voit les services de l'État concernés, certains services de l'État concernés la semaine prochaine. Et on a demandé des rendez-vous et on aura des rendez-vous avec les services de l'État concernés. Vous comprenez, on va aller au niveau de l'agriculture, on va aller au niveau de Bercy, on va aller au niveau des douanes, on va aller au niveau de la santé. Tous ceux pour leur faire comprendre que bon, ce que vous avez écrit là visiblement dans l'urgence, eh bien nous ça va nous tuer. Donc on pourrait discuter pour faire en sorte que ça ne se passe pas. Ce serait sympathique de votre part, vous ne pensez pas? Voilà. Sachant que encore une fois, on discutait avec eux là-dessus depuis longtemps, mais pour diverses raisons. Urgence, instabilité économique, le fait de devoir trouver de l'argent, finalement, ils n'ont pas suivi ce qu'ils nous avaient dit cet été. Ont-ils prévu la distribution, entre parenthèses, fournisseurs, entrepôts douaniers, timbres fiscaux, encadrement des prix, etc. Il y a certaines dispositions qui prévoient normalement que ce qu'on va appeler les grossistes puissent en fait décider d'un prix pour la vente aux détaillants, comprenez les buralistes, et que le détaillant est obligé de s'y tenir. Alors après, on va partir dans des détails plus techniques de fiscalité, ce qu'on appelle la descente de taxes. Je ne vais pas vous embêter avec ça parce que sinon on y est pendant très longtemps. Mais ils ont prévu quelques mesures quant à la distribution. Mais comme je vous l'ai dit, par exemple, établissement agréé, toutes les dispositions de ce que sera un établissement agréé, ce qu'il devra, quelles sont les exigences auxquelles devra répondre cet établissement agréé pour distribuer de la fleur, sera fixé par décret en Conseil d'État, sans qu'on sache trop quand. Pour le moment, la seule idée qu'on a sur la nature de ces établissements, c'est qu'ils ne devront pas être trop proches d'un endroit qui reçoit des enfants, type école, crèche, ce genre de choses. C'est la seule chose où, pour le moment, on a une info là-dessus. Ce type de mesure monopolistique sur le CBD est déjà appliqué en Autriche et en Belgique. Est-ce une tendance européenne qui se généralise ? Pour le moment, c'était, avec tout le respect que j'ai pour la Belgique, qui est mon pays d'adoption, étant donné que je suis basé à Bruxelles, la Belgique et l'Autriche, ce n'est pas des très gros pays. Et il faut comprendre que le système de buraliste tel qu'on a maintenant, avec la carotte, comme on appelle ça, c'est pas c'est un peu une particularité française. Donc, est-ce que c'est une tendance qui généralise en Europe? Pour le moment, non. Si la France, un gros pays comme la France, en vient à avoir ce genre de système, ça pourrait être arrivé dans d'autres pays européens. Alors, sur des formes légèrement différentes,
notamment sur la catégorisation des distributeurs. Mais là, il est trop tôt pour le dire. Si le projet passe, un système de distribution via des associations style Social Club est-il envisageable ou bien toujours impossible en France? Non. Très concrètement, non, ça ne résoudrait pas du tout le problème. En plus des sénateurs et députés du côté de la filiale CBD, y a-t-il également des psychiatres, addictologues, scientifiques français pour intervenir techniquement en notre faveur, sans parler de l'OMS? Bon, contacter l'OMS, ça va être compliqué. Hein. Ils ont autre chose à faire. Ça va être assez compliqué de mobiliser des experts techniques dans un délai aussi court. Mais on a déjà des éléments techniques. Enfin, on citait le rapport de l'OMS, c'en est qu'un parmi d'autres. Y a-t-il un plan de communication commun prévu? On est en train de voir à ça, et ce sera notamment quelque chose qu'il faudra piloter avec le cabinet d'affaires publiques qu'on va prendre en renfort. Mais oui, plus on va coordonner nos actions, que ce soit la com, la politique, etc., plus ça aura d'impact. Une médiatisation TV, radio de la mise à mort de notre secteur est-elle envisageable? Via journaliste ou autre, l'impact sur la population serait fort. Oui, on a déjà commencé à le faire. On a eu une dépêche de l'AFP qui a été publiée vendredi, si je ne dis pas de bêtises. Ça a été repris par BFM, Le Figaro, etc. Mais oui, il faut pouvoir donner un maximum d'écho publiquement à cette action. Et à ce problème, surtout. Alors l'AFPC, en tant que syndicat agricole, va vraiment insister sur le fait que ça signe la mort d'une filière agricole au profit des importations étrangères et de certains acteurs du monde du tabac, certains industriels. Hein, nous mettons les buralistes à part, attention. Hein. Nous voulons être très clairs là-dessus. Selon vous, le gouvernement veut plutôt tuer la filière ou c'est principalement une histoire d'argent? Car si ce projet de loi passe en l'état, n'y a-t-il pas un manque à gagner par rapport à toutes les sociétés qui vont disparaître? Oui, tout à fait. C'est un manque à gagner énorme. C'est un manque à gagner pour beaucoup de monde. Mais comme je vous l'ai dit, le gouvernement a visiblement écrit ça sur un coin de table et n'a pas pu voir toutes les conséquences que cela a, que ce soit au niveau filière ou même au niveau fiscal. Le but de tuer une filière, à part dans une logique d'idéologie pure, je ne vois pas l'intérêt. On n'est pas à ce niveau-là de détestation de la filière du chanvre actif en France. Il y a des gens qui sont contre, c'est un fait. Je ne vois pas l'intérêt. Mais c'est pas à mort la filière, parce que là, encore une fois, ça tue tout le monde. C'est pas seulement, admettons, je ne prétends pas qu'il faut le faire, attention, mais c'est pas on va tuer les CBD shops, on va tuer les agriculteurs, on va tuer les grossistes. Non, là, ça ratiboise tout le monde. Donc non, c'est vraiment une logique pour eux avant tout de ramener de l'argent, de créer des recettes fiscales supplémentaires. Le problème, ils pensent que cela va ramener effectivement, que ça va être efficient en termes de recettes fiscales, alors qu'en fait, ça va Oui, ils vont récupérer un tiers de ce qu'ils récupéraient avant, de fait, avec la situation antérieure. Alors, je dis un tiers, comme je pourrais dire 20%. Comprenez qu'une portion seulement. Question pragmatique. Quelles sont nos chances de réussite? Avons-nous de réelles chances de succès? La politique, c'est jamais une science exacte. Et et si on obtient déjà le fait qu'ils ne nous balancent pas ce modèle-là au 1er janvier 2026, après, ça demandera de travailler avec eux sur le long terme pendant l'année 2026 pour mettre en place un système alternatif. Mais là, ce qu'il faut, c'est nous donner du temps. Et si on
on se coordonne, on se met ensemble, au moins on mettra toutes les chances de notre côté. Je ne peux pas vous assurer que ça va marcher. Je peux pas le faire. Je pourrais vous le dire. Je pourrais vous le dire, ouais, si on fait ce plan comme ça, les gars, c'est sûr qu'on va, mesdames, messieurs, c'est sûr qu'on va survivre. C'est sûr qu'on va les avoir. Je pourrais vous le dire, ça, mais on n'a pas envie de vous mentir. La FPC n'a pas envie de vous mentir. Mais tout ce qu'on peut faire, c'est mettre le maximum de chances de notre côté. Si ça fait 2 ans que vous le savez, je comprends pas trop cette réaction de dernière minute. Ce n'est pas une réaction de dernière minute. C'est une réaction dans un contexte d'urgence. Effectivement, on le savait. Nous, après, on nous a demandé de proposer des modèles alternatifs. Ce qu'on nous a dit, on nous a dit très concrètement, non, il n'y aura pas de projet de monopole. Il n'y aura pas de monopole. Après, on va discuter sur la fiscalité, on va discuter sur l'encadrement de la distribution. Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer, par exemple, en termes de traçabilité? Ça, on nous l'a demandé, on a travaillé là-dessus, on a transmis des éléments. L'instabilité politique, je la remets souvent sur la table, hein, mais il faut comprendre dans quel contexte on travaille là-dedans. L'instabilité politique a fait que, entre la fin du gouvernement Bayrou, le gouvernement Le Cornu 1 qui a duré 16 heures et Le Cornu 2 qui arrivait juste après, on n'a pas eu énormément de possibilités de faire des points d'étape avec nos responsables politiques. On était censé, depuis des mois, avoir un nouveau tour de négociation avec la Mildeka, donc qui est beaucoup en charge de ça au niveau ministériel, pour réécrire l'arrêté du 30 décembre 2021 qui cadre actuellement notre profession, enfin notre secteur plutôt, et qui permettait de clarifier certaines choses, que ce soit au niveau des taux, que ce soit au niveau du transport des marchandises, ce genre de choses. Et on était censé se retrouver avec la Mildeka en septembre, et on nous a fait savoir qu'on a repris contact avec eux, que finalement, le cycle de négociation était reporté. Donc, c'est pas au dernier moment. On ne se saisit pas au dernier moment. C'est que là, on nous avait assuré que ce n'allait pas se passer comme ça, et finalement, ça se passe comme ça. Et on nous donne à peine le temps de réagir. Pour la voie commune, pouvez-vous préciser qui décide, valide, gouvernance, quorum, délai de vote, etc. Qui porte la parole? Quels outils? Quel calendrier? Dans quels outils il est précisé, entre parenthèses, dossier FPC plus Slack Discord? Quel calendrier? C'est une question large sur le comment. Alors là, ça va se jouer en fait entre nous, dans notre action coordonnée, entre les responsables de la FPC, les responsables des syndicats qui sont engagés là-dedans. L'UPCBD notamment a confirmé sa volonté de participer. Le SPC également. Donc là, ça va se passer en fait entre les représentants syndicaux et l'agence de lobbying qu'on va engager. À ce niveau-là. On est dans des, comprenez, on est dans une situation beaucoup trop urgente et avec des délais trop courts pour pouvoir à chaque fois intégrer énormément de personnes dans les cercles de décision opérationnelle. Sinon, ça crée une inertie en termes de prise de décision qui va nous être préjudiciable. Encore une fois, je le rappelle, la limite de dépôt des amendements pour la séance publique, c'est mardi. Je vais répondre directement à celle-là, après je continue. Peut-on laisser parler 5 minutes ceux qui ont levé la main? Pas vraiment, parce que là, il y a encore beaucoup de questions qui tombent et on verra après, et on verra selon le temps, etc. Désolé, mais si on se met tous à parler et à amener nos points de vue et nos avis, en fait, on va pas avancer. Beaucoup de questions intéressantes vont passer à la trappe. Si le projet passe, les CBD shops seront interdits de vendre des fleurs le 1er janvier? C'est extrêmement flou, étant donné qu'encore une fois, il précise pas certaines choses et que ce sera passé par décret.
Mais si dans leur exposé des motifs, ils parlent que ces mesures seraient progressivement mises en place pour le deuxième semestre 2026, mais c'est l'exposé des motifs de l'article, donc ça n'a aucune portée légale. Et normalement, sauf mention contraire, les dispositions du PLF 2026 s'appliquent au début de l'année 2026. Alors après, vous pouvez par exemple avoir des dispositions qui disent telle disposition s'appliquera à partir je dis n'importe quoi, 1er avril 2026, 1er mai, 1er août, voilà. Mais là, pour le moment, sur nos dispositions actuelles, il n'y a aucune de ces précisions quant à la date pendant l'année 2026 d'application. Avez-vous prévu une étude d'impact économique chiffrée, emploi menacé, fiscalité perdue, à remettre aux parlementaires? C'est déjà fait pour certains. On a notamment fait des projections avec des distributeurs et des agriculteurs en reprenant leur bilan comptable sur ce que représenterait effectivement une TVA telle qu'elle est proposée là, doublée à une TVA à 20 sur ce produit à fumer. Encore une fois, rappelez-vous, on parle de la fleur à fumer. On ne parle pas des autres produits, huile sublinguale ou autre. Ne veulent-ils pas tuer le marché du néo et synthétique? Je vois que ça, ou ils veulent juste taxer. Je ne suis pas dans la tête de nos gouvernants. J'aimerais bien, des fois. Enfin, je suis pas sûr, après tout. Bref, ça, on en pense de ce qu'on veut. Il est vrai que tout le côté néo, ça n'a pas dû aider dans la vision de la filière. On se rappelle, c'était quand? C'était à partir d'avril-mai 2025 qu'il y a eu beaucoup de couverture médiatique sur des problèmes dus au néo. Donc, il est évident que ça n'a pas dû aider dans la prise en compte notamment par la santé, le ministère de la Santé, sur la réalité de la filière et sur le besoin qu'il y a de faire un encadrement strict de la distribution pour éviter de tels problèmes de santé publique liés à des néocannabinoïdes. Après, oui, c'est évident qu'ils veulent faire rentrer de l'argent par la fiscalité de ce type de produit. On est à un marché qui vaut 850 millions actuellement en France. Est-ce que si dissolution il y a, ce PLF saute? Tout dépend de quand arrive la dite dissolution. Si la dissolution est votée après, enfin est mise en place après le PLF, non. Mais on n'est pas là. Enfin là, les questions de dissolution, c'est du ressort du président. Ça n'a rien à voir, par exemple, avec un texte qui est censuré, un 49.3 ou un 49.3 qui passe pas. La rencontre au ministère de l'Agriculture au premier semestre a servi à quoi? Vous n'avez pas posé le problème? Si, on en a parlé, mais alors pour le coup, ce rendez-vous était essentiellement sur les questions du novel food, justement. Parce que c'était une demande qui était très forte également de nos professionnels, et on voulait aussi avancer sur ce sujet. Mais on avait effectivement parlé de ces problèmes de monopole. Enfin, de projet de monopole. Comment pouvons-nous participer concrètement? Il y a plusieurs façons. C'est, comme je vous l'ai dit, c'est j'aime vraiment pas vous parler comme ça, mais toute aide financière est bonne à prendre, d'une part. Et ensuite, si vous pouvez, alors avec des modèles, les adhérents de la FPC les ont déjà eus depuis quelques jours, mais des modèles de courrier pour alerter vos députés, vos sénateurs, qu'il y a ce danger-là et que donc il faut agir en conséquence, que ce soit par le dépôt d'amendements ou le soutien d'amendements. C'est très important. Ça, c'est quelque chose de vraiment qui aide beaucoup. Vous n'avez pas idée à quel point. Et puis, si jamais vous avez, alors je ne sais pas, parfois des contacts un peu particuliers que vous pouvez avoir du fait
de la vie de chacun, que ce soit dans la presse, que ce soit à des interlocuteurs politiques d'un peu de haut niveau. Surtout, n'hésitez pas à contacter les syndicats pour leur dire, voilà, moi je connais un tel, je peux avoir tel journaliste dans tel grand média mainstream pour parler de ça. Moi, qu'est-ce que je fais en fait? Voilà, c'est quels sont les éléments que je peux donner. Est-ce que je peux avoir le soutien des syndicats, de la FPC ou autre, d'ailleurs, sur ces questions-là? N'hésitez pas, vraiment. Mais ce qui est important, c'est qu'on se coordonne. Donc, quand vous avez ce genre de choses, c'est très bien. Et si vous pouvez avoir cette initiative, ce sera super. Mais contactez les syndicats pour vous dire, OK, moi, je peux avoir ce contact-là. Comment je lui parle? Qu'est-ce que je dis? Comment je fais? C'est pas pour, on va pas vous demander de réciter bêtement des éléments de langage, mais on va vous aider à coordonner ça avec toute l'action nationale. Les buralistes ne seraient-ils pas eux aussi perdants avec cette nouvelle taxation? Si oui, vu leur poids, est-il envisagé de faire cause commune? Alors, on travaille avec les buralistes là-dessus, on échange avec eux. On est en train de voir pour qu'ils puissent nous aider sur certains points. Ils ont dit qu'ils pouvaient nous aider sur certains points. Donc, on est en train de voir avec eux comment ils peuvent nous aider également. Est-ce qu'en demandant l'aide du syndicat PCP, Police contre la prohibition, cela nous aiderait à faire entendre notre voix du fait qu'il représente le côté judiciaire de notre industrie? Est-ce que ça nous donnerait plus de crédibilité? Alors attention, parce que quand on parle de prohibition, on rentre directement sur le sujet du cannabis récréatif. Quoi qu'on en pense, ce n'est pas le dossier aujourd'hui. Mais ce n'est pas, à notre sens, une bonne idée dans un temps aussi sensible d'être affilié à la question hautement poil à gratter pour beaucoup de nos politiques du cannabis récréatif. Au contraire, notre argumentaire, c'est de dire que nous, le CBD, ça permet de sortir des gens du cannabis récréatif. C'est quelle agence que vous voulez engager? Kairos. Quid de l'UPCBD, Normol, France Cannabis, UIVEC, etc. Alors, le SPC et l'UPCBD, comme je l'ai dit, ont fait part de leur volonté de participer. Pour ce qui est de l'UIVEC, l'UIVEC travaille sur les extraits. Donc, ce n'est pas directement leur sujet. Toutefois, vu que nous travaillons avec eux dans une logique intersyndicale, eux s'engagent également à nous aider, notamment dans leurs rendez-vous qu'ils ont pendant cette période avec des ministères, pour pousser également le sujet en disant qu'il faut s'en occuper. Pour ce qui est de Normol, etc., Normol est sur d'autres questions, notamment sur les aspects de légalisation du récréatif, donc c'est pas les mêmes forces de frappe, c'est pas exactement les mêmes sujets. Si la date butoir est mardi, avez-vous déjà un paquet d'amendements rédigés? Lesquels, articles, objets et où les consulter? Alors, oui, on en a. Toutefois, ce sont des documents qui sont confidentiels et qui sont à destination, pour le moment, j'insiste pour le moment, des parties prenantes donc, au sein de nos syndicats respectifs et du cabinet de lobbying, et des députés, sénateurs qu'on va essayer de convaincre de déposer. Ça demande, en fait, leur objectif est de nettoyer cet article 23 des dispositions problématiques, notamment, il n'y a pas que des amendements là-dessus, mais notamment d'enlever cet amalgame entre nous et les produits du tabac. Janvier 2026, c'est demain. Le fait de réagir, le fait de lancer une action, peut-il reporter ce projet de loi plus tard que janvier? Alors, pas le projet de loi en lui-même. Le PLF doit être voté au plus tard à la fin de l'année précédente. C'est une obligation constitutionnelle, on ne pourra pas aller plus tard. Par contre, ce qui peut être reporté, replié, c'est les dispositions au sein de cette loi qui nous concerne. Oui, c'est notre objectif d'ailleurs. Pour pouvoir avoir
2026 pour pouvoir établir un modèle d'encadrement plus pertinent, qu'il soit fiscal ou commercial. Dommage, on n'avance pas beaucoup. À part entendre des actions que nous ne pouvons pas vraiment mener. Pétition, ok. Cagnotte, ok. Ensuite, contacter des députés, ok. Moi, demain, j'ouvre mon magasin et ma production, c'est lundi. Et je veux pouvoir agir. C'est pas vraiment une question, mais je dirais que ça permet de recentrer sur le concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire. Pardon, mais j'ai déjà répondu à cette question plusieurs fois. L'ANSES propose de classer le cannabidiol, CBD, comme présumé toxique pour la reproduction humaine, comme le rappelle l'article 23. A-t-on des nouvelles à ce sujet? Oui, nous avons, alors nous ne sommes pas les seuls là-dessus, mais nous avons travaillé avec d'autres syndicats, notamment l'UIVEC, sur leur fournir des éléments pour prouver que ce n'est pas reprotoxique. Mais ça, c'est un autre sujet. Et on n'est pas sur les mêmes temporalités. On n'est pas sur du aussi court terme, on est plutôt sur du moyen terme que ce qu'on a actuellement. Le gouvernement le dit lui-même dans son exposé des motifs. Ils n'ont pas encore le retour de l'ANSES sur la question. Ok, je continue avec les questions. Je vais juste me permettre une petite intervention par rapport à la question d'avant. En fait, il ne faut pas oublier que là, le live, il est enregistré. Aujourd'hui, Hugo, il répond à une chaîne de questions. C'est déjà un exercice qui n'est pas forcément évident. Je pense qu'il faudra, pour les plus impliqués, re-regarder tout ça, essayer de le synthétiser et voir où vous vous placez et quel est votre meilleur moyen d'action. Quelle structure rejoindre, quelle structure aider, quelle démarche mettre en place. Voilà, c'est très compliqué. Là, le but aujourd'hui, c'est de rassembler, de mobiliser, de poser la première pierre, mais on ne peut pas trouver la réponse à des questions aussi complexes, voilà, sur un question-réponse comme ça. Je continue. À la fin, si le texte passe, le Conseil constitutionnel peut-il censurer le texte? Merci. Le Conseil constitutionnel, son boulot, c'est de vérifier que le texte de loi est conforme à la Constitution. Dans notre cas, les éléments qui nous intéressent ici, il est compliqué de voir comment il ne peut pas être conforme à la Constitution. Après, là, je ne peux pas vous dire oui ou non. Je ne suis pas constitutionnaliste. C'est vraiment un métier à part entière au sein des juristes. Mais par expérience, notamment sur un projet de loi, ne comptez pas sur un coup de baguette magique judiciaire. C'est possible pour un décret, pour ce qui est de l'ordre du réglementaire. Un réglementaire, un décret, un arrêté, on l'a vu avec l'arrêté du 30 décembre 2021, c'est attaquable en justice. Pourquoi? Parce que c'est le fait de l'exécutif. C'est l'exécutif qui décide tout seul, boum, enfin tout seul, comprenez-moi, si je puis dire, de mettre en place ce texte. Pour un projet de loi, c'est les élus de la nation qui l'ont voté. Donc ça lui donne une légitimité beaucoup plus importante. Donc c'est avant tout une question de vérifier si les textes sont en rapport avec la Constitution. Enfin, si le texte de loi, excusez-moi, est raccord avec le bloc de constitutionnalité. Peut-on avoir un modèle de courrier à envoyer aux députés, même si on n'est pas adhérent? On en a un fait par la FPC, on peut l'adapter, oui. Enfin, que vous soyez adhérent, enfin, on a un modèle de courrier, après changer le fait que vous êtes agriculteur par distributeur, voilà, c'est ça la rigueur qu'importe. Vous adaptez un peu le courrier en fonction de votre situation personnelle. Mais oui, on a un modèle. France Cannabis pense que la loi est mal interprétée. Qu'en pensez-vous? Je vais vous poser une question. Si en fait ce n'était qu'une mauvaise interprétation et que tout ça, en fait, on s'exciterait pour rien.
Vous pensez vraiment que tous les syndicats du secteur, malgré des divergences qu'ils peuvent avoir sur certains sujets, décideraient de se mettre ensemble sur la question et d'engager une action commune juste pour le plaisir de dépenser de l'argent? De l'argent à gaspiller, on n'en a pas, je vous le dis. Enfin, la trésorière de la FPC est là ce soir, donc je parle sous son contrôle. Je ne voudrais pas avoir de problème. On peut faire la politique de l'autruche en se disant oui, de toute façon, c'est une mauvaise interprétation, ça ne sert à rien, on n'y arrivera pas. Oui. C'est pas la politique qu'on a choisi d'avoir. Parce que nous, notre boulot, c'est de protéger nos professionnels. Est-ce que si on vend des fleurs... Justement, juste pour vous donner une idée, là, actuellement, on est dimanche soir. Ne serait-ce qu'à la FPC, hein, c'est aussi bon à l'UPCBD, au SPC, etc. On n'a pas eu de week-end. On a bossé toute la semaine là-dessus. Vous pensez vraiment que si c'était simplement pour crier au loup, je pense que les membres de notre bureau national, ils sont en pleine récolte, là, tous. Ils ont vraiment autre chose à faire de leur journée que de se faire harceler par leurs responsables d'affaires publiques à propos d'éléments techniques sur le PLF 2026. Et bon, le responsable des affaires publiques a également une vie personnelle et il aurait bien particulièrement aimé passer son week-end à faire autre chose que le nez plongé dans les textes de loi. Je vous l'avoue. Est-ce que si on vend les fleurs hors de France, on est sur le coût de cette loi financière? Pardon, mais peut-être préciser cette question si elle concerne l'import ou l'export, parce que c'est pas très clair. Mais peut-être, Hugo, tu peux répondre pour l'import et l'export. Est-ce que si on vend les fleurs hors de France, on est sur le coût de cette loi sous-coût, pardon? Ben oui, vu que vous la commerce. Là, c'est compliqué. Là, pour le coup, il faudrait voir sur les règles d'importation et d'exportation. Là, pour le coup, ça rentrerait en contradiction avec l'espace Schengen, potentiellement. Je ne veux pas m'avancer, parce qu'on n'a pas non plus toutes les réponses toutes faites aux questions. Il faut pouvoir voir ce que ça donne dans les textes de loi. Mais bon, si des gens ont pour modèle avant tout l'export vers d'autres produits européens, ça va être compliqué après, hein, la vente en ligne ne sera plus autorisée. Le bloc central gouvernemental a basculé sur la gauche avec l'adhésion du PS. Ne faut-il pas aller chercher des appuis de ce côté-là, en plus de nos soutiens habituels? Vu l'amendement qu'a déposé le RN, j'aurais plus tendance à aller effectivement, indépendamment de ce qu'on peut penser au niveau politique partisan. Nous, on défend un seul intérêt, c'est celui de la filière, de nos professionnels, agriculteurs, distributeurs. Au vu de l'amendement qu'a déposé le RN et de sa vision du CBD qui est détaillée dans son exposé des motifs, il serait étonnant qu'on ait un grand soutien de la part de ce parti politique. Pour ce qui est de la droite républicaine ou autre, ça dépend. On est en contact avec des députés LR qui sont tout à fait prêts à parler avec nous et à collaborer avec nous. Est-ce que via un post sur les réseaux sociaux, il serait possible d'avoir le lien de la lettre modèle afin que les consommateurs puissent eux aussi avoir le pouvoir de faire bouger les choses auprès des députés de chaque région, ou cela risque-t-il d'avoir un effet contraire par le nombre de courriers reçus? Alors, il ne faut pas faire un copier-coller. C'est sûr que s'ils reçoivent exactement le même truc à la virgule près, ça va énerver. Par contre, s'ils reçoivent un courrier numéro 1, bon, je suis agriculteur dans votre département, ça va me tuer. L'article 23 et ses dispositions vont me tuer, parce que courrier numéro 2, je tiens un CBD shop dans tel village dans votre circonscription. Ça va me tuer. Bon. Bonjour, je suis un usager qui, sans cela, ça va être très compliqué pour moi d'avoir des bons produits qui me permettront de sortir du THC. Voilà. Ces trois
courriers sur le même sujet, mais ça vient de 3 types de personnes différentes qui expliquent leurs particularités. Et pourquoi cette mesure va être néfaste pour eux. Usagers, producteurs, distributeurs. Il ne faut pas faire exactement les mêmes. Et puis il faut dire, voilà, si vous êtes face à un député, une députée, c'est Madame la députée. Nanana. C'est un modèle, considérez ça comme une base, mais pas comme quelque chose que vous pouvez balancer clé en main. Les maires, avec des acteurs de la filière comme en difficulté sur leur commune, avant les municipales, peuvent-ils être aussi des relais pour mettre une pression sur les députés? Ça peut, mais dans l'absolu, oui. Tout dépend de votre maire, en fait, et de la position qu'il a, par exemple, dans le groupe politique auquel appartient tel député. Mais franchement, on est déjà suffisamment dans l'urgence, il faut se concentrer sur les parlementaires. Si vous avez la possibilité de le faire passer aussi le temps à des maires, faites-le, mais concentrez-vous sur les parlementaires. Ok, là, le train de questions se freine un petit peu. Personnellement, Hugo, je trouve que merci de réussir quand même à flux tendu à répondre à tout et à débrayer un peu le truc, mais c'est pour ça que je suis là. Peut-être que je sais pas si tu as un propos qui serait de l'ordre de la conclusion ou un propos général, parce que on a déjà passé tellement d'angles différents que c'est un peu complexe. Je sais pas trop comment on pourrait arriver à quelque chose de plus concret qui satisferait tout le monde. Je sais pas si c'est possible. En tout cas, je pense qu'il y a déjà beaucoup de questions qui ont trouvé leur réponse. Je pense qu'on peut quand même répondre à 2-3 questions encore qui sont différentes de ce qu'on a posé, de ce qui a été posé précédemment. Ça sert à rien de faire des redites, ça embête tout le monde. Mais quoi qu'il en soit, voilà, ce qui est vraiment important, c'est qu'on arrive à faire corps ensemble. C'est vraiment je déteste utiliser un ton martial, ça fait comme crier au loup, mais voilà, on est vraiment là dans une situation de guerre pour la survie de notre filière. On ne parle pas de petits ajustements ou que certains maillons de la chaîne, ça se tirer les marrons du feu, non. Là, c'est tout le monde tout le monde est dans le même bateau. Donc maintenant, notre but, ça va être juste de faire en sorte que notre bateau, il ne se fracasse pas sur les rochers qu'on nous a mis devant nous. Et c'est pour ça que les syndicats dont on a parlé, qui pourtant ont des divergences, ils sont arrivés quand même à se mettre d'accord sur une nécessité d'action commune. En un temps record, là, ça s'est fait en 24 heures. Voilà. Donc, avec pourtant parfois les désaccords, les passifs, les choses qui ont pu être faites dans le passé. Donc, si les syndicats sont capables de faire ça, nous, en tant qu'individus évoluant dans cette filière, on doit pouvoir le faire. On aura tout le temps de reprendre nos petits désaccords et de se disputer dessus quand on pourra être assuré que dans 6 mois, on ne mette pas tous la clé sous la porte. Qu'on doive lourder nos CBD shops ou foutre le feu à nos récoltes. Voilà. C'est l'union qui fait la force. Vraiment. Avant toute chose. Oui, derrière les arguments, les manœuvres politiques, oui, bien sûr qu'après ça va permettre. Mais si on n'a pas la base de l'unité, ça ne sert à rien. La question écrite de l'encadrement de la commercialisation avait été posée au gouvernement par le sénateur de l'Ariège, Jean-Jacques Michaud, il y a bientôt 2 ans. L'absence de réponse n'entache-t-elle pas cette disposition de vice procédurial? Non. De vice de procédure. Non. Totalement différent. Effectivement, l'absence de réponse, c'est un manque du gouvernement, mais ça n'a aucune influence sur un vice de procédure concernant un PLF. C'est totalement décorrélé. Il y a plusieurs questions qui sont relatives à l'affiliation de la FPC en tant que syndicat spécialisé à la FNSEA.
Quid de la FNSEA dans cette histoire, de leur potentiel soutien, de leur potentielle marge de manœuvre pour nous aider, etc. La FNSEA nous soutient. On est en train on demande l'aide de les syndicats agricoles, hein, quels qu'ils soient. La FNSEA nous soutient là-dessus. Personnellement, j'ai passé quand même pas mal de temps cette semaine, à parler avec eux. Ils relaient des amendements. Ils font des cartographies d'acteurs pour aller voir les bons députés. Donc oui, ils sont avec nous. Pour connaître les avancées dans ce dossier, suffit-il de suivre votre page Facebook? Alors, pour ce qui est des avancées dans le dossier, nous, on va devoir mettre en place des communications, effectivement, que ce soit nous et les autres syndicats engagés. Hein. Encore une fois, la FPC est à l'origine. Là, on a organisé cela, s'est saisi de la question, mais on ne va pas être les seuls pour le reste de la procédure à travailler, comme vous le savez. Donc, vous pourrez aussi voir sur les pages des syndicats partenaires là-dessus, les syndicats impliqués, pardon. Oui, on va faire des posts, on va faire des choses quand il y aura des choses à dire. Hein. On ne va pas simplement vous dire jour 1, il y a ça, jour 2, il y a ça, quand ça n'a pas d'intérêt. Tout le monde a autre chose à faire. Mais suivez aussi les débats parlementaires si vous en avez le temps. Je rappelle que les examens de texte, que ce soit en commission finance ou en séance publique, c'est public et c'est retransmis sur le site de l'Assemblée et du Sénat. Donc vous avez la possibilité de suivre. Alors c'est long, c'est roboratif, c'est tout ce que vous voulez, mais vous avez la possibilité de suivre les débats également. Y a-t-il d'autres questions, Nico? J'arrive pas à suivre le Moi, chat. j'essaie de faire le tri. C'est que c'est difficile parce qu'il y a des questions, il y a des affirmations, il y a des questions déjà posées, il y a des questions qui sont pas relatives au sujet. J'essaye de faire de mon mieux, hein, d'ailleurs, pour ceux où je te mets pas la pression, Nico. Hein, Non, je m'excuse pour les questions que j'ai pas vues, mais et les autres syndicats, quelles sont leurs sensibilités sur une aide à nous fournir? On est en train de voir avec la CR. On doit avoir un retour de leur part. On doit discuter avec eux la semaine prochaine. Je parle sous le contrôle du membre de notre bureau national qui est en charge de ça, qui n'hésite pas à donner plus de précisions s'il en a. La CR, donc on est en train, ils nous ont dit qu'ils étaient sur le coup et ils nous ont remercié de les avoir avertis. Donc, pour ce qui est de la Confédération paysanne, on en sait un peu moins. Mais en tout cas, pour la CR et la FNSEA, voilà où on en est. En 2025, la filière française se représente combien en termes de nombre dans le secteur CBD, producteurs, CBD shop, etc. Pour ce qui est de la production, on est à plus de 1000 exploitations agricoles, à peu près. Alors, comprenez que ce sont des évaluations. Hein. Je ne peux pas vous dire si on est 1253 aujourd'hui. Donc, pour ce qui est des CBD shops, alors nous, la FPC, on ne s'occupe pas de ce secteur. Il faudrait davantage demander aux distributeurs, donc UPCBD et SPC. Je crois qu'on est aux alentours de 2000 points de vente spécialisés, hein, comprenez. Je ne parle pas des buralistes. Voilà les chiffres qu'on a. Et que ça représenterait entre 35 et 40 000 emplois, en tout, direct comme indirect. La conf vous a contacté. Avez-vous répondu? Vous parlez de la Confédération paysanne? Oui, j'imagine. Alors, personnellement, je n'ai pas eu de retour de leur part. Ça a peut-être été sur une autre boîte mail de la FPC, je ne sais pas. Mais s'ils nous ont contactés, c'est une bonne chose et on se fera un plaisir d'y répondre dès que possible, c'est-à-dire lundi matin. Ils nous ont peut-être contactés ce week-end, hein, donc
Une manif avec des plantes CBD devant l'Assemblée. Bonne idée? Ça pourrait être une option, oui. Ça me plaît quand même. Ne faut-il pas s'attarder sur les rapporteurs spéciaux de la commission pour essayer de faire pencher la balance? Oui, c'est ce qu'on fait, entre autres. Bonne analyse. Alors, je précise aussi qu'au fur et à mesure, je copie-colle le chat et qu'on pourra le reparcourir parce qu'il y a des interventions qui ne sont pas. Je pense à Lina Lejeune. Là. Je vois ton intervention. Je pense que voilà, on va rester en contact. Hugo va pouvoir te rappeler, etc., etc. C'est juste que. Bah, c'est compliqué, hein. Il faut vraiment comprendre que là, le truc est tombé très vite. Il y a eu un rush total de partout. Il est tout à fait possible que des gens nous aient contactés et que ce soit passé à la trappe parce que les réunions et autres se sont enchaînées sans fin, en fait, sans limite. Donc, voilà. Concrètement, nous, consommateurs, qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle pour pouvoir faire entendre notre voix et ainsi aider la cause à avancer? Parce que nous aussi, on sera impactés malheureusement. Eh bien, comme je vous l'ai dit, c'est d'aller voir vos députés et vos sénateurs. On va transmettre le modèle de texte qu'on a fait et on fera ça demain. Et comme ça, vous pourrez ensuite aller parler à interpeller vos parlementaires. Mais comme je vous l'ai dit, c'est vraiment très important. Il faut que vous puissiez, c'est pas des copier-coller, il faut que vous puissiez montrer quand même un minimum de vos particularités. Donc, si tout le monde donne 15 €, on est bon, non? Ben, je sais pas combien. Je sais qu'on est 100 là, mais parce que c'est une limite. Toute contribution est bonne à prendre, vraiment. Tout le monde peut pas mettre des 1000 et des 100, voilà. Je pense que tout le monde n'est pas forcément dans de bonnes situations financières. Mais même si vous mettez 15 €, 20 €, ce sera toujours ça de prix, oui. Il y a pas de petits gestes et de grands gestes, il n'y a que des gestes. Est-ce qu'une union avec la VAP serait profitable? J'ai déjà répondu à cette question. Je vois écrit « Écoutez Benjamin SVP, il a raison. Je propose peut-être que j'ai zappé, hein, mais que Benjamin formule ses affirmations sous forme de questions, de manière à ce que je puisse les poser et que ça fonctionne dans le déroulé du truc, parce qu'il y a énormément d'affirmations dans le chat, comme vous le voyez tous, et c'est difficile. Pourquoi ne pas classer le CBD en PAM? Alors, ça, c'est une question qui a été soulevée par beaucoup d'adhérents de Chanvrier et c'est quelque chose qui avait été très envisagé. Pardon, excusez-moi, il est un peu tard. Très envisagé très sérieusement. Ouais, excusez-moi. La FPC avait même pris contact avec le syndicat des PAM là-dessus. Toutefois, on avait convenu, après moult discussions avec eux, c'est des gens avec qui on s'entend très bien, hein, vraiment. Il n'y a aucune animosité entre eux. Au contraire, les relations sont bonnes. Mais eux-mêmes étaient alors dans une période de pleine création d'interprofession et ils nous avaient dit que malheureusement, le sujet chanvre actif se retrouverait sans doute un peu noyé dans le reste de leur culture, tout simplement parce qu'ils n'ont pas le temps. C'est pas un désintérêt du tout de leur part. Ils ont très bien compris notre problématique. Ils ont pris énormément de temps pour travailler dessus, mais en fait, ils n'avaient pas assez de moyens temporels et humains pour pouvoir donner à la filière du chanvre actif tout le temps et l'attention qui lui est demandé, en particulier sur des produits à fumer. Parce que c'est toujours un peu compliqué pour eux sur les produits à fumer. Parce qu'ils sont sur des plantes aromatiques, médicinales, etc. Là, on est quand même, nous, pour ce dossier dans le PLF, j'entends, sur un produit à fumer. Ce qui n'est pas vraiment dans leur scope.
Alors, Crypto, je t'invite je ne sais pas si tu es là concentré, mais à écouter la réponse parce que je pense qu'il y a une incompréhension. Pourquoi vous nous parlez de rush, sachant que cela fait 2 ans que vous êtes au courant? Mais en fait, ça fait 2 ans qu'on est au courant et qu'on travaille contre. Là, le gouvernement n'a pas respecté ce qu'il nous avait dit en juillet. Nous ont sorti ça mardi dernier, et du fait de l'examen du PLF, des limitations de dépôt d'amendement, des dates d'examen, nous avons très peu de temps pour agir contre cette proposition. Ça fait 2 ans et demi qu'on le bloque. En fait, je pense qu'il faut comprendre que quand Hugo dit on est au courant, nous, c'est qu'on a une position de vigilance et qu'on essaye en permanence de sonder ce qui se dit et d'être présent dans les cercles de discussion, etc., de manière à pouvoir voir venir les choses en amont. Il n'y a aucun moment où la FPC ou Hugo est au courant depuis 2 ans qu'un PLF de cet acabit va tomber et qu'on ne fait rien. Ce n'est pas du tout la situation. Ça fait 2 ans et demi qu'on les retient. Là, pour le coup, là, le barrage a fini de tenir, malheureusement. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas continuer à agir. C'est juste qu'on doit agir beaucoup plus rapidement. Peut-on alerter par un témoignage dans la PQR si l'on connaît un correspondant? Alors PQR, personnellement, je ne connais pas l'acronyme. J'imagine que c'est presse, quotidiens régionaux. Voilà. Oui, bien sûr, faites-le. Juste contactez-nous pour dire voilà, moi je connais telle personne de tel organe de presse, je peux la voir, qu'est-ce que je lui envoie? Mais oui, vraiment faites-le. Vraiment, c'est super si vous pouvez le faire. C'est pourquoi faire les 30 000 € au juste? Pour payer la facture des agences de lobbying. C'est comme quand vous prenez un avocat. L'avocat, il ne fait pas les choses gratuitement. Enfin, il peut le faire en pro bono, mais la plupart du temps, il va vous demander quelque chose. Ça ne coûte rien d'essayer. Bien évidemment, on ne fera pas un simple copier-coller. Chaque consommateur a une histoire différente qui l'a amené au CBD. Mais si nos députés ont dans leurs mains 200 à 500 lettres de consommateurs, est-ce que cela aura réellement un impact significatif dans l'avancement du dossier? Oui, c'est comme je dis, c'est tous les gestes, les petits gestes mis bout à bout les uns avec les autres. Le proverbe chinois dit « les pierres entassées font montagne ». Pardon, hein, mais je pense qu'on va peut-être aller vers une conclusion parce que là, on est sur une formule de marathon. Voilà. De mon côté, j'espère avoir répondu à toutes vos interrogations du mieux que je pouvais. Ce que je vous dis, c'est que là, on a une grosse bataille à faire. Vraiment. Ça va pas être facile. On va devoir tous à nos niveaux respectifs se mobiliser, mais c'est une bataille qui va pas être facile à gagner, mais comme je dis souvent, il n'y a que ceux qui vont dans les batailles qui gagnent. Enfin, c'est pas de moi, hein, je vous rassure, mais j'aime bien je trouve la formule très juste. Voilà pour ce qui était de mon intervention. On laisse le mot de la fin, Tristan? Ouais, merci Hugo. C'était super, hein. Ça permet déjà d'expliquer un peu où est-ce qu'on en est. En tout cas, on a toujours mené rudement nos batailles et on a été jusqu'au bout de ce qu'on devait faire. Une étape en plus pour nous. Autant de syndicats qu'on est, on va tous se mobiliser autour d'une table ronde. On est obligé de mettre la main à la poche parce que c'est comme ça. Et puis on va trouver des solutions. J'y crois fortement. Je mets aucun doute dans notre mobilité commune, dans notre union commune.
En tout cas, je tenais tous à vous remercier d'avoir été présents. C'était très important pour nous. Je vous dis à très très vite. On va essayer de monter des canaux de conversation pour les professionnels pour répondre à vos questions. Et puis on avance très rapidement de toute façon, hein, comme on a toujours fait. Et dans la transparence la plus claire. Voilà. Merci à tous. Merci à Nicolas, merci à Hugo, merci à toute l'équipe de la FPC pour justement ce webinaire, parce qu'il y a des gens derrière tout ce webinaire. On a été très rapide. Voilà, vous êtes tous mobilisés, c'est super, c'est génial. Et puis on va y aller et on ira jusqu'au bout et la fera de l'agriculture française et les revendeurs ont un bel avenir devant eux, j'en suis sûr. J'ai pas de doute. Je vous embrasse tous. À très bientôt.